Merci beaucoup d'être présent en aussi grand nombre. C'est super le fun, légèrement intimidant, mais je suis très contente. Ça veut dire, je pense que le sujet semble vous intéresser ou du moins piquer votre curiosité. Fait que on a une période de questions à la fin. Moi, je vais essayer de couper ça là, environ une dizaine de minutes avant la fin pour que vous puissiez avoir assez de temps pour poser vos questions. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire par la suite sur LinkedIn ou on se croise dans le corridor puis on pourra poursuivre la conversation au besoin. Donc, si je prends le temps de me présenter rapidement, Mylène Tremblay, je suis conseillère en développement organisationnel. J'ai un background pas en agilité. Initialement, j'ai fait mon doctorat en psychologie organisationnelle à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis psychologue organisationnelle. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée à tous les processus d'amélioration continue, dont la curiosité vers l'agilité a commencé à ce moment-là. Et j'ai saisi une opportunité avec un centre d'expertise en agilité pour qui j'ai travaillé pendant quelques années, dans lequel on a commencé ce partenariat-là par curiosité de quand vous faites des transformations agiles dans les organisations, il y a des enjeux, il y a des résistances au changement, il n'y a pas tous les employés qui sont contents de faire ce virage-là vers l'agilité. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de centrer un peu plus l'humain dans ces transformations agiles-là ou dans l'accompagnement qui est réalisé auprès des entreprises qui ont fait appel à vos services. Donc, c'est ce qu'on a fait ensemble. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous amener des éléments un peu plus théoriques sur pourquoi les humains, on a tendance à résister puis à pas se laisser aller dans cette vague d'agilité aussi facilement que ça, mais aussi comment est-ce qu'on peut mettre en place peut-être des conditions optimales là, pour faciliter cette transition vers le changement là. Donc, premièrement, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un intérêt quelconque envers l'agilité. C'est quand même l'Agile Tour. Mais pourquoi est-ce que les entreprises doivent constamment se transformer? Donc, pourquoi est-ce qu'on doit changer soit de modèle organisationnel ou pourquoi est-ce qu'on doit intégrer des méthodes ou des corps de travail comme Scrum ou Kanban ou SAFe, par exemple? Bien, premièrement, c'est parce que les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. Donc, ici, je vous présente le schéma suivant, mais très rapidement, là, c'est juste pour que vous voyez vraiment dans le temps les vagues d'innovation. On a passé des vagues d'innovation d'environ 60 ans à les dernières qu'on est plus 40 ans, 30 ans, même 25 ans. Donc, les entreprises, s'ils veulent demeurer compétitives puis se démarquer, ils n'ont pas le choix un peu de transformer leur manière de faire. Par contre, quand on transforme les manières de faire, bien, on est encore dans un ère où il y a beaucoup d'humains dans les entreprises. Puis ces humains-là, bien oui, certains ont des capacités d'adaptation phénoménales, mais la majorité, on a peur de l'inconnu. Puis quand on change notre quotidien, bien, ça nous prend un petit temps d'adaptation avant d'être 100% à l'aise. Un autre élément qui pousse ces transformations-là, c'est l'adoption de masse qui est de plus en plus rapide. Donc, vraiment, juste pour vous donner un exemple très rapide, avant, ça a pris 68 ans avant que le mode de transport des avions soit accepté au niveau de la société, que les gens se sentent à l'aise et fassent confiance à ce mode de transport-là. Plus on avance dans le temps, on voit que les voitures, on voit que d'adhérer aux réseaux sociaux comme Facebook, ça a pris seulement 2 ans. Donc, c'est vraiment de plus en plus rapide en termes dont on sort une nouvelle application mobile ou une nouvelle innovation et du jour au lendemain, il peut y avoir des millions de personnes qui l'utilisent. Comme c'est arrivé avec Pokémon Go, par exemple, qui a pris 19 jours et ChatGPT, il n'est pas là-dedans, mais je pense que c'est une affaire de jours aussi. Donc, ça fait juste ici souligner l'importance de les entreprises. Ils n'ont pas le choix de s'adapter, elles, s'ils veulent demeurer vraiment compétitives, s'ils veulent continuer d'avoir une place de concurrence sur le marché. C'est tout ce que je vais aborder à propos de vraiment plus pourquoi les entreprises doivent se transformer. Là, je prends vraiment mon rôle puis mon chapeau de docteur en psychologie, puis je vais vous annoncer ou vous montrer l'humain, pourquoi il réagit comme il réagit. Puis dans un contexte de transformation, c'est quoi peut-être les ingrédients de base ou les facteurs clés qui peuvent vous aider à instaurer une transformation qui va être réussie, partiellement réussi, ou du moins que vous allez mettre le plus de conditions de succès de votre côté pour vous aider dans tout ça. Donc, premièrement, notre contexte de travail actuel, c'est sûr que le travail, c'est quelque chose qui est stressant. Là. La moitié des gens, quand on leur pose la question dans les recherches, 50% des gens vont dire bien, que le facteur de stress le plus stressant dans leur vie, c'est leur travail. Donc, nous, si on veut avoir une santé organisationnelle, autant au niveau de la productivité, mais autant au niveau de l'aisance des employés qui travaillent chez nous, qu'au niveau de la productivité, leur sentiment d'appartenance, bien, c'est important d'essayer de mettre en place des conditions qui vont satisfaire ce besoin-là ou du moins diminuer l'impact de ce stress-là au quotidien parce qu'on le sait, on passe beaucoup de temps au travail. On passe plus que, bien, on va dire la moitié de notre vie, mais je n'ai pas le ratio en tête.
On est également dans un contexte post-pandémique. Donc, de plus en plus, on va avoir des modes de travail peut-être hybrides ou peut-être plus en télétravail. Donc là, les entreprises, OK, on avait des méthodes de fonctionner ensemble en tant qu'équipe en présentiel. Maintenant, comment est-ce qu'on travaille en télétravail? Est-ce qu'on demande des caméras ouvertes, fermées? Comment est-ce qu'on rend tout ça interactif? Fait qu'on est déjà en train de s'adapter. On voit déjà un changement, puis on demande déjà quelques batteries d'énergie de plus aux employés, aux leaders ou même aux coachs agiles qui accompagnent les équipes. Il faut s'adapter à ces différents modes de fonctionnement-là. Un autre élément, c'est qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre qualifiée ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment un contexte actuel qu'on a. C'est difficile d'aller recruter des gens, c'est difficile surtout de maintenir les gens dans l'organisation. Puis une des raisons à ça, c'est que souvent, l'organisation, on va miser sur l'efficacité, la productivité, la rapidité, c'est culturel, c'est au niveau sociétal. On mise sur ce genre de valeurs-là, ce genre de positionnement-là. Par contre, l'humain, à la base, on a besoin de satisfaire des besoins de base que je vais vous présenter dans la prochaine diapositive. Et on voit aussi des modes de travail, qu'il y a des styles de leadership qui changent de plus en plus. Donc, je vous apprends rien ici en agilité. On est beaucoup dans des équipes. On veut que ce soit des équipes autogérées. Il n'y a pas de hiérarchie au sein d'une équipe qui est agile. Mais de plus en plus, les organisations s'adaptent vers ce mode de leadership-là parce que non seulement on va venir engager les membres de notre équipe, puis on va favoriser un peu plus une meilleure rétention de main-d'œuvre, mais aussi, c'est très adapté au shift intergénérationnel qu'on a ou à la fusion des générations qu'on a ces temps-ci au travail. C'est-à-dire que notre rapport au travail est différent que les personnes qui étaient sur le marché du travail il y a 50 ans. C'est très correct. Par contre, les leaders doivent s'adapter. C'est-à-dire un mode hiérarchie dans lequel tu rentres, tu punch-in, tu fais tac, 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 puis c'est ça, les rôles et responsabilités aujourd'hui. C'est un peu moins adapté au contexte qu'on a actuellement où il y a plusieurs occasions d'aller s'épanouir au travail. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des besoins fondamentaux. Ici, ça provient de la théorie d'autodétermination. Je ne rentrerai pas trop en profondeur, mais en base, chaque humain, on a besoin de satisfaire 3 besoins. Et si ces besoins-là sont satisfaits, dans le milieu de travail, on augmente tout plein d'indicateurs pour votre santé organisationnelle. Donc, on augmente l'engagement, on augmente une meilleure rétention, un meilleur niveau de bien-être au travail. La surcharge de travail aussi paraît moins intense. Donc, parce qu'on a des bons facteurs de protection au travail, c'est plus facile de naviguer dans cet environnement-là. Tandis qu'au contraire, si on a un milieu de travail qui ne satisfait pas ces besoins-là ou qui en laisse peut-être certains de côté, comme dans un contexte de changement, qu'il y en a qui peuvent être laissés de côté et ramenés un peu plus tard, bien là, on demande un peu plus de jus à nos employés pour s'adapter. Puis c'est plus difficile de démontrer des comportements productifs et 100% positifs au travail parce qu'on est en adaptation, là. On nous en demande beaucoup, tu sais. Et ces besoins-là, je vous les présente. Le premier, c'est le besoin d'affiliation sociale. Donc, le besoin d'entretenir des relations significatives avec les gens qui nous entourent. Le besoin de connecter. On est des humains, on est du monde social. On a besoin d'avoir, oui, des conversations sur la productivité, comment ça va, mais on a également besoin de créer des liens, donc plus dans le savoir-être, donc de porter attention à l'autre personne à côté de nous, de savoir qu'on fait partie d'une équipe, mais aussi de savoir qu'on fait partie d'une organisation qui est en cohérence avec nos valeurs internes. Donc, le deuxième besoin, le besoin de compétence, ça, c'est un besoin qui est très important. Donc, on se sent bon dans ce qu'on fait, puis on sent aussi que ce qu'on fait est apprécié des gens qui nous entourent. Donc, on se sent respecté dans notre champ d'expertise à nous, puis on sent que notre champ d'expertise est bien accueilli par les membres de notre équipe. Et le dernier, qui est le besoin d'autonomie. Donc, ici, c'est un besoin qui est très relié à le fait d'avoir des responsabilités au travail. Donc, je ne sais pas si vous commencez à voir un peu dans vos contextes de travail à vous, parfois il y a des contextes dans lesquels le besoin d'autonomie y est répondu, le besoin de compétences aussi, mais que, on se sent peut-être un peu isolé. On sent qu'on fait tout soi-même, on est en train de travailler en silo. Dans d'autres contextes, ben là, c'est plus du top-down. Tu as une tâche à faire, tu la réalises comme ça. Tu n'as pas le droit à ta créativité ou shut down cette petite partie d'innovation-là. Voici la liste de choses que tu dois réaliser. Donc, le besoin de compétences est peut-être un peu moins satisfait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les environnements de travail qui favorisent la satisfaction de ces besoins-là, ça permet d'augmenter la motivation des travailleurs. Ça, c'est vraiment le facteur principal. Donc, plus on est attentif en tant que leader, en tant que coach agile, à observer ces différents signaux-là dans les équipes qu'on accompagne de est-ce qu'ils se sentent compétents, est-ce qu'ils ont un bon niveau d'autonomie, puis est-ce qu'ils ont un lien, une cohésion d'équipe qui est forte dans laquelle ils se sentent sécuritaires à travailler ensemble. C'est des éléments qui peuvent nous donner des indicateurs de OK, cette équipe-là, ça va bien, on avance bien.
Et certainement aussi que de satisfaire ces besoins-là, ça diminue certains maux organisationnels qui peuvent coûter très cher. Donc, les épuisements professionnels, par exemple, on va avoir des taux d'absentéisme qui vont grandir aussi ou qui vont croître dans les organisations qui ne donneront pas ou qui accorderont pas une importance particulière à ces besoins-là, ce qui, au bout de la ligne, coûte super cher à l'organisation. Donc, c'est finalement, justement, les environnements sociaux et au travail qui entravent la satisfaction de ces besoins-là. On voit un effet nuisible au niveau du bien-être en général et au niveau du rendement. Ici, tout est lié. C'est sûr que si on n'est pas bien dans notre milieu de travail, si on est stressé, si on ne sent pas qu'on a un impact ou que le travail qu'on réalise est apprécié, bien, on va sentir qu'on est un peu plus down émotionnellement. Donc, notre niveau de bien-être au travail va diminuer. Mais également, on va se poser la question, bien, pourquoi je continue de travailler aussi fort si ma trace elle a aussi peu d'impact? Donc là, c'est là qu'on va voir une grosse diminution de productivité, puis qu'on peut mettre l'organisation ou l'équipe à risque si c'est quelque chose qui se produit dans le temps de comportements plus antiproductifs. Donc, là, il va y avoir des formations de clans. Peut-être qu'il va y avoir des départs de masse dans l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Pourquoi je vous ai présenté ça? C'est parce que, selon moi, au fait de ce que j'ai vu, c'est plus on va mettre en place des conditions qui vont favoriser la satisfaction de ces besoins-là dans notre transformation ou dans l'implantation d'un changement organisationnel, plus on met des conditions de succès de notre côté. Là, ici, je tiens à normaliser. Je vais vous donner plein d'astuces aujourd'hui sur comment faire une transformation agile, mais je suis 100% consciente que, de temps en temps, il faut changer rapidement, le temps manque, puis ça se peut qu'on saute des étapes. C'est correct, mais il faut juste être conscient de ça. Il faut être conscient que peut-être qu'on a communiqué les changements très rapidement, puis il faut être conscient qu'on s'expose à plus de résistance au changement. C'est pas impossible de diminuer ou de reprendre ces résistances au changement-là. Par contre, il faut être prêt à investir le temps nécessaire pour aller rattraper la balle par la suite. Donc, aujourd'hui, je vais aborder comme plus 4 volets avec vous. La présentation, vous allez la voir en ligne sur votre guide de participants d'Agile Tours. Sinon, écrivez-moi sur LinkedIn, je vais vous l'envoyer avec plaisir parce que je veux laisser assez de temps pour les questions à la fin, fait que ça se peut qu'il y en ait que j'aille un peu plus rapidement. Mais les 4 volets qu'on va aborder ensemble pour savoir comment est-ce qu'on peut placer l'humain au centre des transformations. Le premier, c'est comment est-ce qu'on prépare une démarche de gestion de changement, comment est-ce qu'on communique puis qu'on prépare nos employés à ce changement-là. Comment est-ce qu'on peut instaurer un climat de sécurité psychologique? Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont familiers avec le concept de la sécurité psychologique ou vous n'avez jamais entendu parler de ça? Peut-être à main levée rapidement? Ça, c'est familier, parfait. Fait qu'on va prendre le temps de l'expliquer comme il faut quand même. Sinon, c'est également connaître les sources de motivation. Ici, je vais vous suggérer aussi une activité qui peut être super le fun à faire avec vos équipes ou en tant que coach qui peut identifier les différentes sources de motivation des équipes que vous accompagnez ou de votre équipe. Et également, soutenir le développement de l'équipe. Donc, ça va être les 4 volets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc, premièrement, je vous présente ce schéma-là quand même assez en profondeur parce que si vous êtes familier avec les étapes du deuil, ça ressemble un peu à la gamme d'émotions à laquelle on passe quand on fait un deuil. Mais dans un changement, que ce soit un micro-changement ou un gros changement. Là. Ici, quand je parle d'un changement, ça peut être simplement de passer de la suite Microsoft Office à Google, puis la suite Google Calendar, Google Meet et tout ça. Donc, mettons qu'on prend cet exemple-là ensemble. Donc là, on va dire aux employés, bon, à partir de lundi, on switch à Google, on laisse Teams, Outlook et tout ça de côté. Bien là, on peut se dire, mais là, pourquoi on fait le changement? Ça fonctionnait bien. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est quoi la nécessité de faire ce changement-là? Qu'est-ce que ça va me donner, moi, d'apprendre? Comment intégrer mon lien Meet dans mon invitation? Puis là, si l'organisation travaille juste avec Teams, il va y avoir des pare-feux, comment ça va fonctionner? Là, on est dans le choc, on est dans le déni puis la colère. Toute personne dans un milieu de travail va passer par cette gamme d'émotions-là quand ils vont être introduits à un changement. Par contre, il y en a pour qui la slide va se faire super rapidement. Il y en a pour qui ça va être un peu plus difficile de passer d'une étape à l'autre. Donc, pour des micro-changements, on peut garder en tête que ça va être un peu plus facile d'aller vers l'intégration puis l'acceptation de ce changement-là. Mais si on passe d'un mode de gestion projet cascade à un mode Scrum, bien là, on peut s'attendre à un peu plus de résistance au changement. T'sais, on va vraiment venir perturber le quotidien au complet, puis on va demander aux employés de changer leur posture aussi, puis leur tolérance à l'ambiguïté. Donc, ça se peut que la phase d'acceptation vienne un peu plus loin dans le temps.
Donc, c'est quelque chose que vous pouvez regarder aussi quand vous faites un changement. Donc là, OK, au début, c'est normal, on s'attend à avoir des résistances, on s'attend à avoir certaines irritations, on s'attend aussi à ce que certains employés nous disent que ça n'a pas de bon sens et on ne devrait pas faire ça. Puis là, plus ça va avancer, on va voir une baisse au niveau de l'énergie des employés. Donc, quand on introduit un changement, c'est tout à fait normal de voir une baisse au niveau de la productivité. Je tiens à normaliser ça avec vous aujourd'hui. C'est 100% normal. Ce qu'on va essayer de réintégrer en mettant un cadre fixe pour la gestion du changement, ça va être de mettre des conditions pour diminuer ces résistances-là et faciliter un contrôle vers la production puis une confiance des employés. Donc, on va aller essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller booster le sentiment de compétence pour reprendre cette production-là, pour par la suite tomber dans l'acceptation. Et là, on tombe dans une posture d'expérimentation. On fait des tests. On voit, OK, moi, j'aime ça utiliser la nouvelle suite Google comme ça. Ça me permet de voir comment je répartis mon temps. Ah, puis en plus, il y a une intégration que je peux faire avec Jira, puis mon temps se log tout seul. Mon Dieu, c'est merveilleux. Là, on en parle avec les autres membres de l'équipe. Puis là, whoop, on a une acceptation du changement qui se fait tranquillement. Ce genre d'employés-là, on les appelle des champions. C'est du monde qui ont accepté le changement rapidement, puis c'est des facteurs positifs. Fait que donnez-leur le micro. Dites-leur qu'est-ce qu'ils apprécient justement de ce changement-là, comment est-ce qu'ils sont adaptés aussi rapidement. D'identifier ces champions-là, ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider en tant que soit coach agile ou en tant que leader quand vous allez introduire un changement. Donc, très rapidement, j'en ai déjà abordé plusieurs jusqu'à maintenant, mais pourquoi c'est important de bien préparer une gestion de changement? Parce que vous devez le voir, là, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est de la réflexion. Faut prendre le temps de communiquer avec les gens, de leur expliquer la vision et le pourquoi. Mais tout ça, c'est dans le but d'accepter le changement, donc de faciliter l'acceptation du changement et ainsi s'assurer que tout le monde comprend comment les nouveaux systèmes fonctionnent. Donc, on va s'assurer de donner la formation nécessaire pour diminuer les risques d'erreurs ou de perturbations du travail et ainsi augmenter la productivité plus rapidement. Donc, c'est tous des éléments qui vont nous permettre de favoriser une bonne gestion de changement, mais surtout de nourrir le sentiment d'appartenance des membres de l'équipe. Donc, en les incluant dans la réflexion, quand on introduit un changement, en leur partageant notre vision, en ouvrant aussi le discours à leurs préoccupations, puis en écoutant leur résistance, bien, ça fait que je me sens écoutée. Ça fait que, oui, peut-être que je suis dans une organisation plus hiérarchique, mais au moins, ça m'a été dit, je ne l'ai pas appris dans un courriel ou par la bande sur le site, ce qui est très important dans une gestion de changement. Donc, également, un mode de gestion plus horizontal que vertical, comme je vous disais tout à l'heure. Tantôt, j'en ai dit plusieurs, mais les répercussions de ne pas faire une démarche de gestion de changement, si vous vous dites « Ah, ça prend bien trop de temps, ça ne me tente pas de faire ça », c'est correct, vous avez le droit de le faire. Par contre, ça se peut que vous soyez exposé à plusieurs résistances au changement. Donc, des employés qui voudront pas appliquer les nouveaux modes, qui vont continuer d'utiliser, si votre prise de notes est faite par papier, puis là, on se transfère sur OneNote, vous allez avoir des employés qui vont continuer de prendre leurs notes toutes sur papier, qui vont prendre des photos, puis qui vont numériser ça sur OneNote par la suite. C'est correct, c'est pas mal, ils l'utilisent, mais ça leur prend plus de temps. Donc, si on avait introduit ce changement-là, puis on avait bien pris le temps de s'assurer, bien, est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Est-ce que tu vois comment est-ce que ça peut faciliter ton travail? Ici, l'outil n'est pas là pour te nuire, tu sais. Puis c'est de voir avec la personne comment est-ce qu'on peut l'aider à faire réaliser que l'outil est là pour l'aider, justement. Et finalement, on veut faire une bonne gestion de changement pour pas trop perdre nos talents dans nos équipes de travail. Donc, c'est sûr que si on introduit un changement, que c'est un changement qui se fait très rapidement, on laisse pas le temps aux gens de s'adapter, on leur demande de faire des tâches qui sont aucunement équipées ou qui n'ont pas les compétences de le faire, bien, on se pose la question, mais pourquoi je reste dans cette équipe de travail-là, moi, si je me sens plus compétent dans cette équipe-là? Donc, on va avoir peut-être un taux de roulement qui va augmenter là, suite à l'introduction d'un changement qui aurait pu peut-être être un peu mieux préparé. Donc, ici, je vous le dis d'avance, même si vous faites une gestion de changement qui est A+, là, que vous passez par toutes les étapes, vous prenez le temps de vous préparer, vous allez quand même rencontrer des enjeux de communication. Donc, ça va quand même être important d'aller voir les employés, de répéter pourquoi on fait ce changement-là, de répéter c'est quoi les nouveaux échéanciers, c'est quoi les nouveaux outils. Donc, il faut s'attendre à ça. Également, des résistances au changement. Donc, comme je vous disais tantôt, que ce soit un micro-changement ou un gros changement, il va y avoir des résistances quand même. Oui, il va y avoir des champions. Ça se peut que dans certains changements,
ça passe comme du beurre, que la transition se fasse super facilement. Mais ça se peut aussi qu'il y ait une personne dans l'équipe qui n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est important d'aller voir pourquoi elle n'est pas d'accord. Parce que peut-être qu'elle, au niveau des tâches qu'elle effectue au quotidien, ça ne vient pas faciliter son travail. Au contraire, peut-être que ça vient y ajouter une charge de travail supplémentaire. Donc, il va falloir voir en tant que soit product owner ou dans la gestion du team capacity, comment est-ce qu'on peut venir pallier à ça. Donc, très important d'avoir de la visibilité là-dessus. Donc, augmentation de la charge de travail réelle et perçue. Pourquoi ici réelle et perçue? Puis, je trouve ça quand même important de l'approfondir ici, c'est que parfois, on va se dire, on va faire une répartition du travail qui va être égale. C'est-à-dire, moi, je vais avoir 5 items à réaliser. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va avoir 5 autres items. Là, tout le monde a 5 items à réaliser au courant du sprint. C'est réaliste. Par contre, pour certains, ces items-là, ça va se réaliser super rapidement. Fait que la charge de travail, ça, c'est la charge de travail réelle pour cette personne-là. Il va être capable de la réaliser. Il ne ressentira pas de pression. Il ne sera pas en situation de surcharge. Par contre, pour une autre personne qui peut-être n'a pas le même background, que ce soit au niveau du background universitaire, collège, au niveau des travaux et des compétences qu'il a pu consolider, bien lui, il y a une tâche là-dedans que ça va y prendre le triple du temps parce que il n'est pas familier avec l'utilisation de l'ordinateur ou il y a de la difficulté avec ça. Fait que lui, sa charge de travail perçue va être beaucoup plus élevée que son collègue à côté de lui parce qu'il va avoir une petite lacune au niveau des compétences. Fait que là, ici, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut voir avec nos employés, voici la charge de travail qu'on a. Pour certains, ça va se faire super rapidement. Pour d'autres, c'est plus difficile. Est-ce qu'on peut créer des duos? Est-ce qu'on peut faire du shadowing pour faciliter une montée en compétences des personnes qui ont peut-être un peu plus de difficulté à intégrer ce nouveau concept-là? Et irritabilité, démotivation des membres. Donc, c'est sûr que si on fait une gestion de changement, ça se peut qu'à un moment donné, on tombe plus dans la passe de la dépression. C'est un mot assez fort, là, mais c'est quand même une passe où l'énergie est plus basse, où la productivité va diminuer. Puis c'est normal de le vivre en tant qu'équipe. Puis c'est important aussi de le souligner en tant que coach agile. Tu sais, c'est là, on vous introduit un changement, vous connaissez l'échéancier, vous avez eu les formations sur les nouveaux outils, vous devez vous sentir assez dépassé par ce qui se passe en ce moment, puis vous devez sentir que vous avez du pain sur la planche pour vous adapter. Tu sais. Puis ça, bien souvent, ça vient avec hey, « oui, c'est vrai, quand ça va commencer, je sais pas comment je vais m'en sortir ». Bien là, c'est de normaliser ça, puis de faire aussi la conversation au sein des membres de l'équipe, de créer cette conversation-là, de dire, bon, ben moi, ça me stresse, moi, je me sens dépassée par les événements, puis de voir comment est-ce qu'avec l'intelligence collective du groupe, on peut venir pallier peut-être à cette baisse d'énergie-là. Donc ça, ici, je vous l'ai déjà dit, mais à quoi on doit s'attendre si vous êtes un coach agile qui venez aider une équipe à faire une gestion de changement, attendez-vous à, ou même un leader, là, souvent, ou même un champion qui est désigné, ou un Scrum Master, peu importe, nommez-le, une personne qui est responsable, qui prend une part active dans l'intégration de ce changement-là dans une équipe. Attendez-vous à rallier fréquemment les gens vers la vision, vers l'objectif. Répétez-le, sachez-le par cœur. À toutes les fois qu'on a des préoccupations, c'est de ramener vers, oui, mais notre objectif stratégique d'entreprise, c'est ça. On fait ce changement-là pour ça. C'est important de donner du sens à ce changement-là. Sans ce sens-là, on va s'exposer à des résistances au changement. Et il faut répéter plusieurs fois les informations. C'est normal de répéter, c'est tout nouveau. C'est comme quand on apprend un nouveau jeu à un ami qui vient jouer chez nous. Nous, on est super bon à jouer à Codename, tu sais, puis on les connaît, les règlements, ça va bien. Mais il faut souvent les répéter. Puis là, les premières fois qu'on va jouer avec cette personne-là, on va répéter. Puis après 3-4 games, on n'a plus besoin de répéter. Ça a été intégré. C'est la même chose pour des changements. C'est la même chose dans des formations, quand on va venir consolider des compétences. Il faut s'attendre à répéter. Un point très, 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 très important, écoutez attentivement les préoccupations des gens dans votre équipe. Souvent, leurs préoccupations sont fondées. Il y a des éléments dans leur quotidien qui vont être réellement perturbés par l'intégration de ce changement-là, qui peuvent être au bénéfice ou peut coûter très cher à l'organisation. Moi, j'appelle ça des pépites d'or. Plus tu intègres de monde dans la gestion de ce changement-là, plus tu as une meilleure gestion des risques, c'est-à-dire à plusieurs niveaux de l'organisation. Souvent, au niveau plus haut hiérarchique, moins opérationnel, on peut se dire « ça va bien aller », mais au niveau terrain, bien, ça se peut que ça handicape vraiment le quotidien d'une personne à réaliser les tâches qu'elle doit faire. Fait essayer d'intégrer le plus de personnes à différents niveaux hiérarchiques dans la réflexion vers ce changement-là, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme résistance.
Donc, comment mettre l'humain au cœur d'une transformation? Fait que quand on sait que lundi prochain, il faut intégrer la suite Google versus, ou même, on va y aller avec un exemple très, très agile, Jira. Est-ce que vous connaissez Jira un peu? Oui? Parfait. Donc, on veut maintenant que les employés viennent loguer leur temps, ou notre équipe de travail, on veut qu'ils loguent leur temps sur Jira, qui est une plateforme, ma foi, phénoménale en termes de capacité, mais qui peut être très intimidante quand on ouvre la plateforme pour la première fois. Et moi, je me rappelle de mon expérience personnelle, je me suis dit, oh boy, est-ce que je suis accompagnée? Qui peut m'aider à répondre à mes questions? Fait que la première chose, c'est d'expliquer la nécessité du changement. Donc, ici, on veut créer une petite urgence. Pourquoi on amène l'équipe à changer? T'sais, pourquoi c'est important d'aller loguer notre temps? Quel impact que ça peut avoir sur notre fonctionnement et notre efficacité en tant qu'équipe? Fait que là, on va vraiment expliquer le contexte. Il faut prendre le temps de le faire. Par la suite, on veut établir une vision commune. Donc, c'est de dire, c'est quoi nos objectifs? Donc, nous, en tant qu'entreprise, on introduit ce changement-là en raison de X pour atteindre une meilleure performance ou même, ça peut être une intention complètement envers les employés, qu'on veut diminuer au maximum votre surcharge de travail. On veut que ça soit le plus adapté possible à votre capacité. Puis ça, en loguant le temps, on peut voir, OK, ben voici les points d'effort qui sont associés à une tâche. Cette personne-là peut faire ça. C'est plus facile de savoir qu'est-ce qu'on peut prendre sur notre workload dans le sprint, si vous êtes en mode Scrum, par exemple. Également, c'est d'avoir la réflexion à savoir qui est-ce qui est concerné par ce changement-là. Est-ce que j'ai juste une équipe dans l'organisation? Est-ce que j'en ai plusieurs? Est-ce que je dois rencontrer toutes les équipes, même s'il y en a qui ne sont pas impactées directement? La réponse est non. Ceux qui sont impactés directement par le changement, faites une rencontre en personne, prenez le temps de leur communiquer. C'est important de bien gérer ces préoccupations-là. Le présentiel ou le synchrone qu'on va avoir en ligne, ça nous donne accès à du non-verbal. Ça donne accès aussi à une ouverture de l'écoute des préoccupations, versus des gens qui ne sont pas impactés directement par le changement. Ben, c'est intéressant de savoir qu'il y a ça qui se passe dans l'organisation, mais ça peut facilement faire l'objet d'un petit vidéo qui va être envoyé, écouté en asynchrone ou un infolettre dans l'organisation. Donc, bien les identifier, avoir un plan de match aussi en tête de comment est-ce qu'on va leur communiquer le changement. Le comment communiquer le changement, c'est vos deux premiers points. Donc, pourquoi? C'est quoi notre vision? Puis c'est quoi le changement? Et par la suite, c'est d'exposer c'est quoi les ressources de soutien. Donc, pour vous aider à introduire ça, tout le monde, vous allez avoir accès à une formation Jira. Et Mylène va être là si vous voulez faire un 5-minute meetings avec elle pour vous aider à loguer votre temps. Donc là, la personne, elle sait que quand ça va être le temps de s'approprier le nouvel outil, oui, elle va avoir sa formation en ligne qui va être disponible, mais elle va aussi avoir une personne qui est là, tout d'un coup, qui a des questions pour l'appuyer. Là, ici, on diminue l'ambiguïté, puis on va venir nourrir un peu plus un sentiment de contrôle. C'est j'ai des ressources qui sont là pour m'appuyer dans l'intégration de ce changement-là. Et aussi de partager un calendrier, donc de se faire un échéancier, donc de savoir OK, c'est disponible à partir de tel moment. Dans 2 mois, on s'attend à ce que l'ensemble des employés soient en mesure de loguer leur temps, puis qu'on puisse avoir une meilleure visibilité sur votre capacité. Donc là, c'est de voir avec les employés si c'est réaliste et de voir si on doit ajuster le calendrier. Ou même ici, si vous avez accès à des coachs agiles à l'externe, ben c'est le moment de partager aux différents employés quand est-ce seront les formations et le sujet, si vous les avez. Et finalement, mesurer et adapter. Monitorer les différentes actions que vous faites dans l'implantation de ce changement-là. Posez-vous la question de est-ce que c'était la bonne manière de faire ou est-ce qu'on doit rectifier le tir? Est-ce qu'on doit peut-être aller chercher un autre outil? C'était ça notre plan de match, mais finalement, ça ne marche pas pantoute. Ayez le courage de modeler votre changement puis de changer de direction au besoin. Donc, maintenant, on tombe dans l'autre dimension que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est la dimension de la sécurité psychologique. Donc, la sécurité psychologique, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est rapidement, c'est, mettons que vous êtes dans un cours ou dans une formation, que là, le formateur, on va dire moi, j'introduis un concept qui est la sécurité psychologique en prenant pour acquis que tout le monde sait c'est quoi. Mais vous avez une question. Puis là, vous regardez autour de vous, puis personne ne semble avoir de questions. Puis tout le monde semble savoir c'est quoi la sécurité psychologique. Fait que vous dites, ben je vais me la fermer, puis je poserai pas ma question, puis je vais aller voir peut-être sur Google un peu plus tard. La raison en arrière de ça, c'est que premièrement, on est un super de grand groupe. Deuxièmement, vous voulez pas mettre votre ego ou votre sentiment de compétence à l'exposition de « Hey, moi, je sais pas c'est quoi, je veux pas que les gens me jugent », ce qui est complètement normal. Mais c'est aussi à cause du fait que on est tous des inconnus, du moins pour la majorité d'entre nous. Et le sentiment de sécurité psychologique dans la salle, par le nombre de personnes et par
notre manque de niveau de connaissance en soi est très faible. Fait que c'est sûr qu'on ne posera pas une question en disant, ben non, reviens sur la diapositive, j'ai pas compris pas en tout c'était quoi. C'est parce que le niveau de sécurité psychologique est faible. Donc, dans une équipe de travail où on fait une présentation à 120 personnes, on peut comprendre que le niveau de sécurité psychologique va être assez bas. Tandis que si on fait une rencontre avec une équipe de plus 7 à 8 personnes qui se connaissent entre eux, qui ont déjà des liens, un bon niveau de cohésion d'équipe, ben, le sentiment de sécurité psychologique va être un peu plus élevé. Donc, la sécurité psychologique, c'est le fait, l'action d'être en mesure de s'exprimer, puis d'être à l'aise de s'exprimer en grand groupe, puis de donner son opinion, de partager ses idées sans craindre des conséquences. Fait que même si ce que je dis, ça peut être une idée dans le brainstorm qui est complètement au bout de la traque, que c'est pas en tout en lien trop avec ce qu'on est en train de discuter, mais je pense que ça pourrait avoir une plus-value, ben je vais le partager quand même, puis mes collègues vont peut-être me dire « Ah, finalement, cette idée-là est peut-être un peu trop flyée, mais merci de l'avoir partagée. » Mais ça se peut aussi que l'idée, elle ait sa plus-value vraiment dans la rencontre. Donc, ici, ce petit schéma-là, c'est juste pour vous montrer plus le sentiment de sécurité psychologique va être bas, plus on va être plus indifférent. Donc, on va se dire, c'est bon, on va écouter la rencontre, puis on ne prendra pas une part active dans tout ça. Si la sécurité psychologique où on veut vraiment apprendre, là, puis on veut vraiment comprendre, ben là, ça va nous causer de l'anxiété parce qu'on veut apprendre, on comprend pas qu'est-ce que la personne nous dit, mais je me sens pas à l'aise de poser ma question. Fait que là, on augmente l'anxiété de la personne. Un sentiment de sécurité psychologique qui va être un peu plus élevé, c'est là qu'on va tomber dans une zone d'apprentissage. Donc, on va être en mesure de poser des questions. On va avoir le courage de poser notre question ou d'exposer notre opinion, même si ça peut être jugé par les gens qui sont dans la salle. Et également dans une zone de confort. Donc là, on voit ça aussi dans des équipes, une équipe 100% mature, là, que ça fait si longtemps qu'ils travaillent ensemble. De temps en temps, il va y avoir des idées qui vont être lancées, puis on va se sentir à l'aise de dire « Ah, cette idée-là, vois-tu, c'était peut-être pas complètement en lien avec les objectifs de la rencontre, mais est-ce qu'on peut prendre quelque chose dedans? Ah, non, c'est bon. » Mais la personne, elle ne se sentira pas moins que rien. T'sais, elle va quand même sentir que, OK, c'est vrai, j'ai peut-être lancé une idée qui était plus ou moins bonne. Donc, moi, je trouvais ça intéressant, vu qu'on est une foule en agilité, de vous mettre en lien les 3 piliers de la sécurité psychologique versus les valeurs Scrum. Donc, le premier pilier de la sécurité psychologique est la vulnérabilité. Moi, je le mets en lien avec le courage. Donc, comme je vous dis, pour avoir un bon niveau de sécurité psychologique dans une équipe, on veut que les gens soient en mesure de faire preuve de vulnérabilité. Donc, on veut qu'ils aient le courage de prendre la parole, le courage d'exprimer leurs opinions. Le deuxième pilier, c'est l'écoute. Donc, dans les valeurs Scrum, moi, je le mets en lien avec le respect et le focus. Donc, c'est de respecter qu'est-ce que l'autre nous partage, mais c'est aussi de porter une attention particulière à ce que l'autre nous partage. D'essayer de comprendre son point de vue puis d'y accorder une importance. Et finalement, le troisième pilier qui est la confiance. Donc, se sentir en confiance dans un groupe. Ici, je le mets avec les valeurs Scrum de l'engagement et la culture. Donc, une équipe qui a un bon niveau d'engagement puis d'ouverture, c'est une équipe qui va travailler ensemble, va avoir une motivation à aller atteindre les sprint goals, puis ça va bien aller. Donc, comment est-ce qu'on peut soutenir la croissance d'une équipe dans tout ça? C'est de s'assurer qu'en tant que coach, en tant que Scrum Master, c'est de se poser la question, on vient de faire une rencontre de 60 minutes, j'ai pas eu une question. C'est pas normal. C'est se poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que personne n'a été à l'aise de prendre la parole? Est-ce que les éléments que j'apportais, c'était trop loin de leur champ d'expertise et qu'ils n'étaient pas en mesure de s'identifier au contenu que j'apportais? C'est assez rare, parce que si vous faites une rencontre avec les membres de votre équipe et vous libérez tout le monde lors d'une rencontre, normalement, c'est parce que c'est des informations importantes à leur travail. Fait que là, c'est de se poser la question, comment est-ce que je peux ouvrir la discussion un peu plus puis m'assurer que tout le monde est à l'aise de contribuer à cette rencontre-là? Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi d'offrir de la reconnaissance. Donc, quand il y a une rencontre, ça va bien, puis que les gens prennent la parole, puis qu'ils se sentent à l'aise à partager leurs différentes opinions, bien, c'est de le souligner, c'est de dire, on a vraiment eu une belle rencontre aujourd'hui. On est vraiment venu stimuler l'intelligence collective de notre groupe, puis je suis fière de ça. Tu sais, je trouve que c'est une belle rencontre, puis c'est de le souligner. Donc, encore une fois, on fait preuve de vulnérabilité en faisant ça en tant que soit animateur, facilitateur. C'est d'exprimer une émotion, ce qu'on n'est pas toujours à l'aise de faire au travail, mais la reconnaissance qui va venir nourrir un besoin fondamental de compétence. Donc, très important de l'intégrer dans notre posture en tant que leader. Oh. Donc, j'ai parlé d'intelligence collective. Donc, comment est-ce qu'on peut stimuler l'intelligence collective d'un groupe? Premièrement, c'est de
positionner le travail, donc la session de travail qu'on a ensemble, comme une zone d'apprentissage. Donc, c'est de reconnaître qu'il y a beaucoup de zones d'incertitude, puis c'est de reconnaître aussi qu'on a besoin du champ d'expertise de chaque personne qui est présent pour faire avancer ou pour aller atteindre l'objectif de notre rencontre. Donc, c'est la même chose quand on va introduire un changement. C'est de dire, voici notre vision, voici notre objectif. On a pensé d'utiliser cet outil-là, puis on a un plan de match en tête. Par contre, on aimerait ça le valider avec vous pour voir, est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous avez d'autres postures à mettre de l'avant? Est-ce que vous connaissez peut-être même un coach agile que vous avez rencontré dans un autre cadre de travail qui pourrait venir nous accompagner? Donc là, ici, on vient miser l'intelligence collective, on vient miser sur l'empowerment, le sentiment de compétence puis d'appartenance des gens. Oui, ça prend du temps, je le sais. T'sais. Souvent, ça se peut que la solution auquel vous avez pensé, ça soit la bonne, puis que ce qui va ressortir puis émerger du groupe, ça soit exactement le plan de match que vous ayez en tête. Mais en rassemblant les gens, en les faisant participer, c'est beaucoup plus facile de les mobiliser dans une gestion de changement et ainsi diminuer les résistances. Donc, par la suite, reconnaître qu'on n'est pas infaillible. Quand on est en position de leadership, souvent, on va se dire, OK, ben voici le plan de match, on fait ça, let's go. Mais on peut parfois avoir tort. Donc, c'est de dire, écoute, voici mon plan de match, voici ce à quoi j'ai pensé, mais ça se peut que je me trompe, puis c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir votre input. N'hésitez pas à me partager vos opinions, j'en ai besoin. Donc, se montrer vulnérable, encore une fois, et ouvert à accueillir le feedback des membres dans la salle. Et stimuler la curiosité, donc de poser des questions ouvertes. Donc, de ne pas poser des questions par oui ou par non, de ne pas être trop directif, de faire preuve d'ouverture, d'aller chercher le eye contact des gens qui sont là, puis aller chercher leur champ d'expertise pour aller nourrir la solution collective qu'on veut faire émerger. Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point que je vous disais tout à l'heure, c'est de connaître les sources de motivation. Donc là, ici, jusqu'à maintenant, on a parlé de besoins fondamentaux. Donc, se sentir qu'on appartient à un groupe, d'un sentiment de compétence, sentir que j'ai les compétences pour réaliser le travail qui m'est demandé, puis que le travail que je vais réaliser va être accepté des gens qui m'entourent, et aussi un sentiment d'autonomie, donc sentir que je suis capable d'aller prendre un item dans le backlog, de le réaliser de manière autonome, sans toujours aller valider avec mon supérieur immédiat ou mon product owner. Donc, dans un changement, on veut penser à ces étapes-là. On veut s'assurer que, OK, les gens, ils se sentent-tu compétents? Peut-être pas au début du changement. Mais si on met les ressources de soutien nécessaires, ils vont se sentir de plus en plus compétents. Instaurer un climat de sécurité psychologique, on va venir miser ici sur le sentiment d'appartenance. On veut que le groupe soit en cohésion. On veut que le groupe soit à l'aise de faire preuve de la vulnérabilité. On veut qu'il se fasse confiance. Et puis, ici, on va voir aussi connaître les sources de motivation que je vais aborder avec vous. Donc, la motivation au travail, elle peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être une motivation intrinsèque. Donc, là, ici, on va parler d'une motivation internalisée. Donc, moi, je vais réaliser quelque chose pour la satisfaction que ça va me donner à moi de faire cette tâche-là. Donc, on est vraiment plus dans le plaisir que je retire suite à l'action. Peu importe ce que l'autre personne accorde comme importance, je fais pas ça pour l'autre, je fais ça pour moi. La motivation extrinsèque, par contre, on va faire ça un peu plus pour une récompense externe. Là, récompense, je sais que ça fait très Pavlov, là. On va donner une récompense à un animal, mais ici, dans le contexte du travail, on a des récompenses à tous les jours. On est payé. On a de la reconnaissance de la part de notre gestionnaire. On a de l'acceptation de la part des membres de notre équipe. On se fait dire, hey, good job, c'est bon ce que tu as fait. C'est une motivation extrinsèque. Ça va venir nourrir une certaine motivation dans moi. Il n'y a pas de motivation qui est meilleure que l'autre. Dans tous les contextes de travail, on va avoir les deux. Je peux vous donner des exemples aussi. Par contre, c'est important d'essayer d'injecter une motivation intrinsèque parce qu'avec la motivation intrinsèque, c'est là qu'on va venir nourrir le sentiment de compétence puis le sentiment d'appartenance. Et c'est là qu'on va être capable de diminuer peut-être un peu le taux de roulement dans une entreprise et augmenter le sentiment d'appartenance des membres dans notre équipe. Donc, des exemples de sources de motivation, juste pour rendre le tout un peu plus concret. Bien, quand je disais tout à l'heure, d'avoir des éléments dans le product backlog que je suis capable de prendre, de réaliser, puis de sentir que j'ai fait une bonne job sans toujours aller valider avec les membres de notre équipe. Donc, ici, on va venir avoir un contexte de travail qui va favoriser la responsabilité et l'autonomie, d'avoir de la reconnaissance, donc d'avoir de la valorisation sur le travail qui a été réalisé par nos collègues ou par notre gestionnaire, des conditions de travail qui sont agréables. Donc, est-ce qu'on a une salle pour dîner ensemble? Est-ce qu'on a des pauses pour dîner ensemble? Est-ce que j'ai accès à, je sais pas, une salle d'entraînement pour m'entraîner? Est-ce que parfois, l'été, il y a un horaire qui est comprimé? Tu sais, c'est de voir c'est quoi les conditions qui peuvent intéresser les employés pour qu'ils restent dans une équipe de travail.
On a également un bon équilibre de vie et vie perso et vie professionnelle. Donc, est-ce que vous, en tant qu'employeur ou est-ce qu'en tant que gestionnaire d'équipe, vous êtes attentif à savoir c'est quoi les différents facteurs qui diminuent un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Par exemple, quelqu'un qui envoie des courriels jusqu'à 2 heures du matin ou une personne qui se dit ben je voulais répondre hier, mais mes heures ouvrables de répondre à courriel, c'est de 8 heures à 5 heures. T'sais. On va venir favoriser ça. T'sais, dites à vos employés, ça se peut que moi, en tant que PDG ou en tant qu'actionnaire, que je fasse de l'insomnie puis que je t'envoie un message à 2 heures du matin. C'est correct, il a le droit de le faire. Par contre, c'est d'être clair avec l'employé que toi, tu n'es pas dans l'obligation de me répondre dans l'immédiat. C'est de permettre ça aux employés. Puis, il faut le nommer sérieusement parce que si on ne le nomme pas, on va sentir une pression. Ça peut être aussi banal que ça. Puis de savoir que, mon gestionnaire, il me respecte. Puis oui, il va m'envoyer un courriel, mais je peux y répondre vraiment sur mes heures de travail puis être payé pour répondre à ce courriel-là. Donc, bon équilibre travail personnel, très important. Une politique de rémunération motivante. Est-ce qu'on a accès à des bonnies? Est-ce qu'on a accès à d'autres occasions de développement dans l'organisation? Est-ce que je peux monter peut-être en termes d'échelon? Et je voyais que vous preniez des photos, fait que je vous donne la dernière tout de suite. Management bienveillant et participatif. Donc ici, de reconnaître, d'être ouvert aux employés, de stimuler leur participation, mais aussi faites preuve de reconnaissance. Je sais que ça demande beaucoup de vulnérabilité en tant que leader de faire ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir nourrir vos employés, puis c'est super favorable pour la productivité puis la motivation. Donc, finalement, ça va vite. Je sais que je parle beaucoup, là, puis que je vous dis plein d'affaires. C'est pour ça que je vous donne la présentation. Je veux que vous sortez avec, aujourd'hui, peut-être un élément qui va piquer votre curiosité versus d'autres. Ça aurait pu être une conférence de 4 heures, là. Mais vous allez avoir la présentation, puis n'hésitez pas à y retourner, soit pour défendre votre point de « on a besoin de temps pour préparer ce changement-là, voici pourquoi, voici comment ça sera bénéfique à notre employé », ou pour avoir une meilleure idée de c'est quoi les séquences pour bien préparer ce changement-là. Donc, une fois que vous avez bien fait la démarche de gestion de changement, que vous avez un bon climat de sécurité psychologique, puis que vous connaissez un peu les sources de motivation de votre équipe, c'est vrai, je vous avais dit, j'allais vous donner une activité qui est intéressante à faire. Si vous connaissez pas le Moving Motivators, qui est un jeu, c'est une activité qui peut être super le fun à faire avec vos équipes de travail pour savoir c'est quoi les différentes sources de motivation des gens dans votre équipe. Donc, lave-la. Vous pouvez l'intégrer soit dans une activité de consolidation d'équipe ou en activité de coaching. C'est quelque chose qui est normalement très apprécié. Donc, finalement, je vais passer sur soutenir le développement d'une équipe. Donc, une fois qu'on a tout mis ça, que le changement est là, comment est-ce que je peux m'assurer que mon équipe maintient un niveau de maturité qui est stable ou comment est-ce que je peux aider mon équipe à gagner en maturité? Donc là, ici, je vous présente ce schéma-là qui passe de quand on va constituer une équipe pour faire un nouveau produit. On va commencer par la constitution. Donc là, ici, les gens sont plus courtois, ils prennent contact, sont polis, on est dans le soft talk. On va être aussi dans un niveau de motivation de voici le produit, voici notre product goal, on est craqué, let's go gang, on a 4 mois pour le faire, on le fait. Là, plus on va avancer dans l'évolution de cette équipe-là, on va tomber dans une étape du conflit. Ici, là, ne pas penser à un conflit bien éclaté, que plus personne n'est capable de travailler ensemble, là, c'est plus une traduction moins adéquate, mais en soi, le conflit, voyons-le comme une aisance à confronter les opinions des autres. Donc ici, dans cette étape-là, on va voir des gens qui vont essayer de se différencier, on va voir des gens qui vont dire, ben moi, je pense qu'on devrait peut-être y aller comme ça, mais ton idée est pas mauvaise, on pourrait intégrer tel élément pour pour développer le produit en question. Donc ici, on va essayer de plus miser sur de la collaboration dans cette phase-là quand on voit que les gens ils ont peut-être des opinions différentes. Parce qu'après, on tombe dans des étapes qui sont très le fun en tant qu'équipe. Donc, on tombe dans la normalisation. Là, on voit qu'il y a un cadre de travail formel, qui est soit vos outils de travail, vos outils de communication que vous avez, tout est clair pour tout le monde. Mais on a aussi un cadre de travail informel. C'est-à-dire, est-ce que nous, dans nos rencontres du vendredi matin, on est à caméra ouverte, caméra fermée? Est-ce qu'on a un group chat juste pour se partager des photos de nos animaux qui nous font rire le matin pour aller encourager la motivation du groupe. Donc, il y a un cadre plus informel qui se crée dans les équipes de travail. On est plus dans une étape de normalisation.
Et par la suite, là, on tombe dans la performance. Donc ça, c'est le fun, ça va bien. Il y a encore des confrontations d'opinion, mais c'est une équipe qui, normalement, est efficace, est en mesure de gérer elle-même les différentes tensions, les différents conflits lorsqu'ils surviennent. Puis c'est une équipe aussi dans laquelle le sentiment de sécurité psychologique est très élevé. Donc les gens se sentent en confiance, ils font preuve de vulnérabilité, ils font de la transparence sur le travail qu'ils réalisent, ils cachent pas. Il n'y a pas nécessairement de jeu politique en arrière de tout ça. Donc, c'est la dernière étape. L'autre étape, c'est une dissolution, ce qu'on voit beaucoup dans les équipes agiles. Donc, on a un nouveau produit, on réassigne la personne ailleurs, mais c'est à voir, OK, cette personne-là, même si elle a 8 développements produits à son actif, les étapes, ils reviennent, tu sais. On recommence à zéro. Il faut réapprendre à travailler ensemble. Il faut repasser par ces étapes-là. Même chose si, en plein stade de normalisation, on a quelqu'un dans l'équipe qui part pour un congé paternité-maternité, ben là, on a un nouveau membre qui va peut-être l'intégrer pour pallier au travail. Ben, nouveau membre égale intégration. Peut-être qu'on va ralentir un peu le stade de développement dans la maturité. Peut-être que c'est important d'aller expliquer c'est quoi notre cadre de travail formel, mais c'est quoi aussi notre cadre de travail informel. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la personne est à l'aise de prendre la parole dans le groupe, même si ça peut être intimidant d'intégrer une équipe qui se connaît déjà depuis 2 mois, tu sais. Tous des éléments à avoir en tête. Donc, pour chaque différente phase, je me suis dit que vu que souvent, il y a des gens, des Scrum Masters ou des coachs agiles dans la salle, peut-être au niveau de la posture, donc comment est-ce que vous pouvez accompagner les équipes si vous dites, OK, ben sinon, on est dans une équipe qui se constitue, c'est quoi la posture qu'il faut que j'aille en tant que coach, en tant que leader, en tant que même membre d'une équipe qui a peut-être un leadership informel? Ben dans la Constitution, c'est plus de soutenir, écouter. Donc, encore une fois, vision commune, objectif commun. On clarifie des attentes qui sont très claires. On va clarifier les rôles et responsabilités de chacun pour que les bonnes bases soient là. Donc, le cadre soit bien compris. Par la suite, dans l'étape du conflit, ça va être de faciliter. Ça va être de normaliser aussi que c'est normal qu'on ait certaines confrontations d'opinion. On n'a pas tout le même cerveau, on n'a pas tout le même background. Donc, il faut aller se trouver un moyen de régler ces différentes tensions-là. C'est de leur donner des astuces aussi pour favoriser le travail collaboratif. C'est de porter une attention particulière à si je vois qu'il y a des silos qui sont en train de se créer dans mon équipe, bien, je vais les rattraper. Aussi très important dans l'intégration d'un changement, si vous êtes dans une équipe qui commence à travailler ensemble et qui n'ont pas encore trouvé un beat de travail, puis que là, on intègre un changement, bien, ça se peut que cette phase-là soit encore plus longue à passer au travers. Donc, c'est aussi de renforcer les comportements positifs et de recadrer les comportements antiproductifs. Donc, si on voit qu'il y a de la communication violente dans l'équipe ou qu'il y a des feedbacks qui sont plus destructifs que constructifs, disons-le comme ça, ben, c'est de le recadrer en tant que leader pour dire, ben, c'est pas comme ça qu'on donne un feedback qui va être vraiment, qui va propulser le travail de l'autre à un autre niveau. Et pour les 2 dernières étapes, donc la normalisation, on veut harmoniser, on veut donner de la reconnaissance, on veut également peut-être même renforcer la prise d'initiative ou ouvrir la discussion avec les membres de l'équipe s'il y a d'autres outils qu'on devrait commencer à intégrer dans notre travail pour travailler plus efficacement ensemble. Et puis, finalement, la performance, donc, c'est de stimuler et de mesurer. Donc là, vous avez tous les outils en votre possession pour voir mon équipe est efficace. Qu'est-ce que je peux faire pour mesurer l'impact des différentes actions qu'on a ou l'atteinte de nos différents sprint goals, par exemple. Créer des thermostats pour stimuler peut-être la motivation de l'équipe à « Ah, on est à 50%, let's go gang, on lâche pas ». Fait qu'on on a vraiment plus un rôle ici de coach, plus motivation. On va venir jouer sur la cohésion d'équipe. C'est très plaisant d'être dans une équipe qui est dans la performance parce que notre rôle est beaucoup moins en termes d'accompagnement, en termes de comment tu peux approprier ton nouveau rôle. On est plus en mode « C'est bon, vous volez par vous-même. Let's go, gang, vous êtes capable. » Donc, ici, je vais vous la laisser au complet. Je vois que les photos sont populaires, mais je n'irai pas trop en profondeur sur celle-ci. C'est vraiment juste quand vous introduisez un changement, en tant que coach ou en tant que leader, souvent, la manière dont les gens vont réagir puis la source de leurs préoccupations, ça va vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez vous adapter. C'est-à-dire que si moi, j'introduis un changement puis j'ai aucune réaction, puis que les gens, ils sont très indifférents, bien là, ici, moi, il faut que je mise dans ma posture il faut que je crée l'urgence du changement. Il faut que je montre pourquoi on doit faire ce changement-là pour qu'on vienne stimuler un peu ces réactions-là puis mobiliser les gens, t'sais. Si on tombe dans des étapes un peu plus hautes, donc les préoccupations qui sont plus centrées sur soi, donc la personne, ben moi, je suis pas équipée pour faire ça. Pourquoi on me demande de faire ça? C'est pas mon rôle. C'est pas quand j'ai postulé sur le poste, c'est pas là-dessus que j'ai postulé, tu sais. Fait que là, c'est de voir, OK, ça va être quoi les impacts sur le travail?
en quoi tu as les compétences, pourquoi ce rôle-là est adapté à ton profil, puis c'est quoi les différentes ressources de soutien qui vont être offertes. Puis d'écouter ces préoccupations-là. C'est normal que la personne se sente déstabilisée. Il faut aller normaliser ces éléments-là. Et plus on va avancer, plus on va avoir des styles de préoccupation qui vont être soit centrés sur le changement. Donc là, on va impliquer les gens dans le changement, peut-être qu'ils ont des pépites d'or qu'on va pouvoir intégrer. On va également plus tomber dans une posture, comme ici, une posture d'apprentissage, d'expérimentation. Donc là, la personne, elle va se dire, OK, on veut briser les silos, on veut mieux collaborer ensemble, mais comment est-ce que je fais pour faire une rencontre avec cette personne-là quand elle, ses journées en télétravail, c'est le mardi, jeudi, puis moi, c'est le jeudi, vendredi. Fait que là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faciliter la coopération pour implanter ce changement-là. Et après ça, on tombe dans les autres étapes. Donc, on est à environ 10 minutes de la fin. Je veux vraiment vous laisser de la place pour les questions. Mais en gros, comment est-ce qu'on peut placer l'humain au centre d'un changement? Normaliser, écouter les préoccupations, préparez-vous, ayez une vision claire, puis soyez prêts à rallier les gens vers le changement fréquemment. Si vous avez des champions, mobilisez-les. Si vous avez des gens qui sont plus résistants, qui ont des préoccupations, prenez le temps avec eux d'écouter ces préoccupations-là. Après tout, on est tous des humains, ça nous est tous déjà arrivé d'être anxieux ou de se sentir moins bien équipés. Et également, c'est de donner l'ensemble des... Je sais que ça peut coûter cher de la formation, mais c'est de donner les outils nécessaires pour former les gens. Parce que si une personne ne se sent pas compétente dans le rôle qu'elle est amenée à réaliser au quotidien, bien, c'est sûr que ça va jouer sur la productivité de l'entreprise, mais aussi sur le niveau de bien-être des gens dans l'équipe. Donc, ça conclut pour ma présentation. Je vais passer à la période de questions, mais n'hésitez pas aussi à aller noter ou... témoigner de votre appréciation de la conférence ou non sur le code QR suivant. Et puis, pour la période de questions, je pense que pour que les gens en ligne puissent bien entendre les questions, on a un micro qu'on va distribuer. Donc, levez la main et puis... Donc, on a un monsieur ici? Merci. Vous avez abordé en début les 3 besoins essentiels, besoin de compétences, besoin de liens sociaux et besoin d'autonomie. Oui. Moi, en janvier, je vais amorcer un mandat de transformation agile à l'étranger dans un groupe de personnes qui voient l'autonomie comme une menace. Okay. Parce qu'ils respectent énormément la hiérarchie. Oui. Donc, les amener à dire « soyez autonomes, prenez des décisions », eux, ça les effraie énormément. OK. Avez-vous des conseils d'approche pour des cas comme ça? Oui, bien, je pense que rendu là, on est plus dans un style d'accompagnement comme plus multinational. Si vous êtes conscient que cette autonomie-là, c'est menaçant, puis au contraire, ça vient brimer, allez-y graduellement. C'est-à-dire, la personne, bien, plus elle va voir, OK, bien, c'est vrai, ce gestionnaire-là, ce leader-là, bien, voici le plan de match qu'il me donne. Mais plus ils vont voir que, OK, c'est bon, mais la prochaine fois, tu n'es pas obligé de valider cet élément-là avec moi. Tu sais, je te fais vraiment confiance. C'était super bon le travail que tu as réalisé. Tu as déjà prouvé ton champ d'expertise à moi. Tu sais. Fait que plus tu vas avancer, plus ça va peut-être être naturel pour ces personnes-là de le faire. Mais effectivement, ça, c'est des besoins fondamentaux. C'est universel, au fait, cette étude-là qui a été faite. Ça a été réalisé dans plein de pays. Puis c'était les besoins essentiels à la base, là, même au travail que dans la vie personnelle. Mais c'est important, mais c'est un bon point que vous soyez conscient de ça déjà là. C'est bien dans votre accompagnement. Fait que c'est de respecter les gens, de leur donner le niveau d'autonomie qu'ils veulent. Puis s'ils en veulent un peu plus, c'est d'ouvrir la discussion puis de leur donner cette autonomie-là aussi. S'ils sont satisfaits avec le niveau qu'ils ont, le besoin est satisfait au bout de la ligne. Merci à vous. Une autre question, on a au fond là-bas. Ah, monsieur, désolé. Bonjour. Oh my God. Un, deux. Bonjour. Très intéressant comme présentation. Une question, je dirais, pratico-pratique. Il y a beaucoup d'éléments qui m'allument, qui m'inspirent, qu'on va tenter de mettre en place. Est-ce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des observations que vous avez vues de façon empirique sur le terrain ou on est plus dans les études et des recommandations théoriques et des stratégies qui sont à tester sur le terrain? Oui. Bien, ce que moi, je vous ai mis dans la présentation aujourd'hui, c'est vraiment la posture que moi, j'avais dans les équipes que j'accompagnais dans la transformation organisationnelle. Fait que le rôle que j'avais, c'était vraiment d'aider les gens à bien communiquer les changements. Ça, c'est variable. Faites un kick-off. Prenez le temps de communiquer ce changement-là. C'est éprouvé, c'est apprécié par les personnes. Il va y avoir des résistances quand même. Comme je vous dis, on n'est jamais à l'abri de résistance au changement. Mais c'est sûr que plus on va normaliser, écouter les préoccupations, mieux ça va être pour la mobilisation d'équipe. C'est ce que j'ai vu, moi, à date
jusqu'à venir à date dans ma carrière qui n'est pas de 50 ans, là, je ne vous le cacherai pas. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a un aspect pratique que Oui. vous avez expérimenté. Oui, oui, Et qui est exactement. très concret. Là. Oui, dans les transformations. Puis c'est beaucoup aussi, moi, où je voyais que jusqu'à maintenant, que c'est plus difficile, c'est des préoccupations liées avec son rôle. Fait que c'est, OK, on me demande maintenant de travailler avec cet outil-là puis d'avoir ces compétences-là. Comment est-ce que je fais? T'sais? Puis comment est-ce que je fais pour avoir cette posture-là avec mon équipe? Fait que là, on est plus dans le coaching, vraiment. On est dans la discussion ouverte, puis on est dans guider, utiliser peut-être des outils, suggérer des pistes d'action qui peuvent mettre en place. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Est-ce qu'on avait une autre question? Il nous resterait encore un peu de temps. Oui. Le niveau de confiance psychologique a vraiment augmenté. On a des questions, c'est bon, j'aime ça. Allô? Allô? Bonjour. Ma question est assez pratico-pratique. C'est simplement, est-ce que ce sera possible de partager les diapos ou non? Oui, avec plaisir. Comme je vous disais, ça va être disponible pour téléchargement pour les participants. Je pense que vous avez une plateforme en ligne. Mais si c'est pas le cas ou que vous êtes conférencier et qu'il y a un bug, ben ajoutez-moi sur LinkedIn. Moi, je vous envoie le PDF. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir. Des questions faciles de même. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière question? Je vois qu'il reste encore un peu de temps. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Sinon, on peut se parler dans le corridor par la suite. Oui, mademoiselle, juste au centre. Merci. Vous avez dit plusieurs fois que ce serait important d'identifier où est-ce que les personnes se situent dans la gestion du changement, quelles sont leurs préoccupations, etc. Ouais. Concrètement, est-ce que ce serait de leur présenter les différentes étapes pour les rassurer comme quoi il y a des études qui montrent que c'est normal qu'ils se sentent comme ça, etc. Ou alors on se dit que c'est trop d'informations pour eux, on trouve une manière de leur poser les questions de manière indirecte pour nous savoir en fait au final où est-ce qu'ils sont rendus et quelle est l'évolution. Tout dépend de votre rôle. Je pense que rendu là, faut... En tant que Scrum Master. En tant que Scrum Master, en tant que Scrum Master, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est si vous avez le modèle dans votre tête, puis vous êtes en mode, OK, je veux juste situer où est mon équipe, ils ne sont pas obligés de tout comprendre les différentes marches dans lesquelles ils vont passer dans le changement. Je pense que ça serait de la surcharge d'informations, comme tu l'as si bien dit. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir avec eux, OK, ben là, tes préoccupations sont vraiment centrées sur le changement en soi, où est-ce que ça accroche, puis de démontrer une ouverture à aller voir pourquoi cette personne-là, elle a des préoccupations, peut être anxieuse par rapport à ça. Plus de comprendre l'essence de ses préoccupations à elle et de se détacher peut-être un peu de la théorie. C'est juste pour cet escalier-là, au fait, c'est pour te situer de, OK, wow, là, mon équipe, la majorité, sont sur des enjeux de collaboration. Ça veut dire qu'ils sont très hauts là, dans les préoccupations. On peut tomber dans une posture d'expérimentation. Versus, si tu es dans une équipe que tout le monde est très indifférent par rapport au changement, bien là, il faut aller stimuler la nécessité. Il faut réexpliquer la vision puis l'échéancier, effectivement. Super. Peut-être une dernière question, s'il y en a une. Parfait. Bien, je vous remercie énormément pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Je vous partage toutes les informations. Merci beaucoup.